Chers amis et amis. Et pourtant, certains écrivent que l'ambiance chez nous serait morose. Mais où sont-ils donc? Se seraient-ils perdus dans la salle? Non, l'ambiance est excellente. Et tout comme l'ambiance ici est bonne, notre campagne électorale le sera tout autant. Quant à ceux qui se réjouissent trop tôt, nous leur montrerons de quoi nous sommes capables. Je peux d'ores et déjà vous en faire la promesse solennelle. Oui, chers amis, il y a tout juste un an, nous avons entamé ce chemin ensemble. Beaucoup d'entre vous étaient déjà là dès le départ. D'autres nous ont rejoints au fil de cette année. Nous nous sommes engagés dans cette voie parce que nous ne voulions plus rester spectateurs face à un pays poussé vers la guerre et préparé au conflit. Parce que nous voulions et voulons agir contre cette réalité où la vie devient de plus en plus difficile pour une grande partie des citoyens allemands, où les prix augmentent bien plus rapidement que les salaires et les pensions. Nous nous sommes mobilisés parce que nous refusons que le désespoir, le sentiment d'impuissance et la frustration poussent les citoyens dans les bras d'un parti dont le programme enthousiasme un milliardaire sans scrupules comme Elon Musk, qui aspire à payer encore moins d'impôts et à se soucier encore moins du bien commun. Nous avons fait ce choix en affirmant que nous représentions l'alternative sérieuse. C'est pour cela que nous nous sommes engagés, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, et c'est pour cela que nous lançons désormais notre campagne pour les élections législatives. Nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés, comme Amira, Christian et d'autres l'ont déjà souligné à maintes reprises, nous avons accompli en un an d'existence bien plus que ce que nous aurions pu imaginer il y a un an. Nous avons mené avec brio 4 campagnes électorales, grâce à l'immense soutien de nombreux citoyens, grâce à leurs dons, grâce à leur présence constante à nos côtés lorsque nous avions besoin d'eux, grâce à leur engagement pour afficher nos affiches électorales. C'est pourquoi je tiens à exprimer, une fois encore et avec une immense gratitude, mes plus sincères remerciements à tous nos membres, à tous nos soutiens, et à tous les donateurs, petits et grands. C'est grâce à vous que le BSW a marqué l'histoire dès sa première année. C'est grâce à vous que nous allons transformer ce pays et que nous avons déjà commencé à le faire, à notre échelle. En si peu de temps, nous sommes devenus un véritable facteur de pouvoir en Allemagne. Nous avons contraint les autres partis à répondre à la question essentielle de la guerre et de la paix. Si Olaf Scholz a, pour l'instant, tenu bon sur la question des missiles Taurus, lui qui, d'ordinaire, cède aux exigences des faucons de guerre en seulement quelques semaines, c'est aussi grâce à nous. Et c'est précisément pour cela que le BSW doit entrer au Bundestag, afin de maintenir cette pression. Car sans cela, le SPD finira par céder, comme tous les autres l'ont déjà fait. Telle est la réalité. Et c'est là aussi notre réussite. Dans un climat d'ivresse belliciste où tous les autres ne parlent que d'armes et toujours plus d'armes, nous avons réussi à inscrire, dans des accords de coalition, la nécessité de résoudre les conflits par la diplomatie ainsi que le refus du stationnement de missiles américains à moyenne portée. Nous avons ainsi placé la question de la paix au centre du débat public. C'est une véritable avancée que nous avons obtenue. Nous pouvons, en toute modestie, être fiers de ce que nous avons accompli ensemble, avec nos soutiens, avec tous ceux qui étaient et sont à nos côtés. Contrairement à l'AfD, qui se prétend un parti anti-establishment alors que sa candidate à la chancellerie se comporte comme une groupie servile à qui l'homme le plus riche du monde accorde une audience, nous dénonçons, nous, les connivences entre le monde politique et les élites financières. Nous ne nous contentons pas de parler des abus sociaux. Nous dénonçons également la fraude fiscale et les escroqueries qui ont lieu au sommet de l'échelle des patrimoines. Et c'est aussi ce qui nous distingue de tous les autres partis. Bien sûr, ce positionnement nous a attiré des ennemis. Nous avons suscité l'ire de tous ceux qui voient leurs privilèges menacés par notre montée en puissance. Leur revanche s'exprime à travers une véritable campagne de calomnie dirigée contre le BSW. Une campagne qui a commencé immédiatement avant les élections régionales et qui, après nos succès, s'est intensifiée de manière spectaculaire. Déçus de ne pas nous voir sombrer dans le chaos, comme tant d'autres jeunes partis avant nous, ils nous accusent désormais d'être un parti de cadres antidémocratiques. Ils nous traitent tantôt de communistes, tantôt d'extrémistes de droite, de porte-voix de Poutine, et que sais-je encore. Chaque inconnu qui dit du mal du BSW se voit offrir une tribune et des pages entières dans la presse. Et pourtant, je vous le dis, à tous ceux qui veulent nous écraser, à tous ceux qui rêvent de nous voir disparaître, votre colère nous honore et votre haine nous stimule. Ne croyez surtout pas que cela puisse nous déstabiliser. Oui, ces dernières semaines, les sondages ont légèrement baissé. Mais cela n'a rien d'anormal. L'élection législative approche, et une grande partie de la population ne sait tout simplement pas encore pour qui voter. Contrairement aux vieux partis traditionnels, nous n'avons pas encore d'électorat fidèle qui, depuis 5 générations, voterait naturellement pour nous et répondrait sans hésiter aux sondages. Bien sûr, le BSW.
Nous allons donc devoir mener cette campagne en luttant pour chaque voix, mais nous pouvons y parvenir, car les citoyens veulent du changement. Et nous ne faisons que commencer cette campagne électorale. Oui, contrairement aux partis établis, nous abordons cette 5e élection, la plus importante et la plus difficile de notre jeune histoire, avec peu de personnel, une implantation territoriale encore limitée et des moyens financiers bien moindres. Il est évident que les élections législatives sont toujours plus compliquées pour les jeunes partis. Il faut le reconnaître objectivement. Lors de ces scrutins, les électeurs ont tendance à voter plus stratégiquement que, par exemple, lors des élections européennes. C'est pour cela qu'aucun parti n'a encore réussi, lors de sa toute première participation, à entrer au Bundestag. Il ne faut pas l'oublier. Les Verts, à leur début, n'avaient obtenu que 1,5% des voix. L'AfD avait atteint 4,7%. Aux élections législatives, de nombreux citoyens se demandent avant tout ce qu'ils veulent absolument empêcher, quel serait le moindre mal. Quelqu'un l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est un défi pour un jeune parti comme le nôtre. Mais en réalité, il faut dire les choses clairement, l'ère du moindre mal est révolue. Car tous ces petits mots accumulés ont fini par engendrer le grand malheur que nous vivons aujourd'hui. Ce sont eux qui ont conduit notre pays à la situation catastrophique actuelle, qui pèse si lourdement sur le quotidien des citoyens. C'est pourquoi, dans cette campagne, nous devons dire aux gens avec force, non, il n'est plus temps de choisir le moindre mal. Il est temps d'un grand renouveau. Et pour qu'un véritable renouveau politique voie le jour en Allemagne, il faut le BSW, un BSW fort au sein du prochain Bundestag. Car la situation est grave. Pas une semaine ne passe sans que l'on annonce de nouveaux licenciements massifs dans de grandes entreprises. Les commerces de proximité disparaissent dans l'indifférence générale, sans même qu'un mot ne soit écrit à leur sujet. Les faillites atteignent des niveaux records. Depuis 2019, notre économie ne connaît plus la moindre croissance, et elle ne redémarrera pas l'année prochaine non plus. Et malgré toutes les belles paroles de Scholz, Habeck et consorts, qui nous répètent que la crise énergétique serait derrière nous, la réalité est tout autre. Notre pays est menacé de désindustrialisation, avec pour conséquence une perte dramatique de prospérité pour les citoyens, ainsi qu'un affaiblissement significatif du niveau de vie et de la sécurité sociale. L'époque où l'Allemagne était enviée dans le monde entier pour son tissu de PME dynamique, pour ses travailleurs hautement qualifiés, pour son système de santé performant et pour sa cohésion sociale, sans parler de sa ponctualité ferroviaire, qui existait autrefois, cette époque est depuis bien longtemps révolue. Mais il est hors de question de s'y résigner. De plus en plus de jeunes quittent l'école sans même obtenir un diplôme. Et même ceux qui décrochent un diplôme ne maîtrisent pas nécessairement les bases élémentaires du calcul, de la lecture et de l'écriture. Une telle situation est tout simplement inacceptable. Et pourtant, au lieu de remédier à cette défaillance, on en appelle à des travailleurs qualifiés venus du monde entier, alors même que nous ne donnons aucune chance à nos propres jeunes de devenir ces professionnels qualifiés. Pourquoi? Parce qu'il manque des enseignants, parce que les heures de cours sont annulées. À Dresde, un pont s'effondre du jour au lendemain. Mais la classe politique continue d'agir comme si de rien n'était, comme si elle ignorait que 12 000 autres ponts en Allemagne sont en piteux état et que l'ensemble des infrastructures, routes, bâtiments scolaires et bien d'autres encore souffrent d'un retard d'entretien dramatique. Nous avons, et cela a été brillamment démontré aujourd'hui par plusieurs interventions, le deuxième système de santé le plus coûteux au monde. Et pourtant, pour un patient du régime général, obtenir un rendez-vous chez un spécialiste est devenu un parcours du combattant aussi épuisant et frustrant que pour un locataire cherchant un logement abordable dans une grande ville. Une situation pareille est tout simplement inadmissible dans un pays hautement développé comme l'Allemagne. Ce sont des conditions indignes qui doivent être surmontées. Et pourtant, les autres partis, ceux-là même qui feignent aujourd'hui d'être la solution, sont précisément ceux qui nous ont conduits dans cette impasse, ceux qui ont créé ce désastre. C'est pourquoi il faut enfin envoyer un signal clair de changement, et non pas continuer dans cette voie. Car notre pays ne peut plus le supporter. Et, honnêtement, c'est effrayant. Les mêmes politiciens qui ont causé ce chaos osent aujourd'hui se présenter en sauveurs et veulent poursuivre leur politique après les élections, comme si de rien n'était. Sans la moindre humilité, sans même avoir la décence d'adresser un mot d'excuse aux citoyens. Une telle impudence est difficilement égalable. Ce sont ces mêmes partis qui, par leur politique clientéliste, leur soumission aux puissants lobbies économiques et leur servilité aveugle aux directives venues de Washington, ont gravement nui à notre pays et dégradé la vie de millions de citoyens. Et maintenant, en pleine campagne électorale, ils nous servent des programmes de promesses irréalistes,
où l'on trouve majoritairement l'inverse exact de ce qu'ils ont fait dans le passé, sans aucune cohérence entre leurs propositions. Et il faut le dire, si le degré de mensonge des promesses électorales et la manière dont les électeurs sont pris pour des imbéciles sont un indicateur de l'état de notre démocratie, alors celle-ci est dans un état désastreux. On ne peut tout simplement pas infliger cela aux citoyens. Ce qu'ils nous racontent en période électorale est insupportable. Il faut s'élever contre cela et proposer une véritable alternative. Amiral l'a déjà évoqué, d'autres aussi. Olaf Scholz tente une fois de plus le coup des vieilles recettes de campagne du SPD. Respect, salaire, retraite, loyer et bien sûr, la défense du pouvoir d'achat de la majorité. Le même homme qui, en tant que chancelier, est directement responsable de la baisse des salaires réels pendant 3 années consécutives. Le même homme qui a laissé la pauvreté des retraités s'aggraver. Le même homme sous qui, malgré le soi-disant plafonnement des loyers, ces derniers absorbent une part encore plus grande du budget des familles qu'auparavant. Le même homme sous qui les travailleurs modestes et les classes moyennes sont étranglés par l'augmentation des cotisations sociales et des taxes sur le CO. Et maintenant, ce même homme vient nous dire qu'à l'avenir, il fera exactement le contraire de ce qu'il a fait jusqu'ici? Qui peut croire à une telle absurdité? C'est un affront au bon sens, une insulte à l'intelligence des citoyens. Et à propos de respect, le simple fait de voir Olaf Scholz sourire avec arrogance devant son propre bilan catastrophique est l'une des plus grandes marques d'irrespect envers les électeurs. Mais c'est la même chose chez ses concurrents. Prenez Robert Habeck, le ministre de la faillite. Celui qui porte la responsabilité principale de la pire crise économique de l'histoire de l'Allemagne fédérale. Celui qui a dilapidé des milliards d'euros en subventions absurdes. Celui qui, avec sa loi sur le chauffage, a plongé des millions de propriétaires dans la panique. Et pourtant, cet homme se sent aujourd'hui appelé à devenir chancelier? Il faut le voir pour le croire. Une telle audace laisse sans voix. Quand on regarde de l'extérieur ce qui se passe dans ce pays, c'est tout simplement incroyable. Et pourtant, le candidat tête de liste et tout son parti, les Verts, ceux-là même qui ont accompagné avec une certaine délectation l'explosion des prix du carburant, du chauffage et de l'électricité ces 3 dernières années, entrent aujourd'hui en campagne en promettant de rendre la vie plus abordable grâce à une énergie bon marché et une mobilité accessible. Là, franchement, on reste sans voix. On ne pourrait même pas inventer un tel cynisme, tant ce qu'ils nous servent est ahurissant. Et que dire de l'Union chrétienne démocrate, CDU, encore considérée par certains comme un parti de l'économie? Elle veut offrir environ 100 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux plus riches, tout en augmentant massivement les dépenses militaires, en investissant dans des infrastructures délabrées et en respectant en même temps la fameuse règle d'or interdisant tout déficit budgétaire. Eh bien, bravo! Si Friedrich Merz a appris ce genre de comptabilité chez BlackRock, mieux vaut éviter d'y placer son argent. Mais voilà le niveau de ce débat électoral. Et cela, au moment même où notre industrie s'effondre, étranglée par des prix de l'énergie bien trop élevés qui poussent nos entreprises à l'exil. Face à cette situation, nous disons clairement, cela ne peut pas continuer ainsi. L'Allemagne n'a pas besoin de promesses électorales absurdes, elle a besoin d'une énergie bon marché, immédiatement. C'est la clé pour relancer notre économie, pour éviter que les entreprises ne fuient le pays. Et sur ce sujet fondamental, aucun des partis en place n'a de réponse. Les Verts essaient de nous faire croire qu'un pays entier peut fonctionner uniquement avec le soleil et le vent, et que cela suffira même pour des millions de voitures électriques et de pompes à chaleur. Quant à la CDU, elle rêve de centrales à fusion. Technologie prometteuse, certes, mais qui ne sera pas disponible avant des décennies. Et en attendant, ils proposent de rallumer les 3 dernières centrales nucléaires du pays, qui sont déjà démantelées, selon leurs propres exploitants. L'énergie nucléaire est d'ailleurs devenue la grande lubie du moment. L'AfD, elle aussi, veut miser sur de nouveaux réacteurs. Mais personne ne précise qu'il faut en moyenne entre 7 et 10 ans pour en construire un, et probablement 20 ans en Allemagne, vu notre inefficacité administrative. Et ils osent nous présenter ça comme une solution à court terme? C'est une absurdité. Et bien sûr, il était logique de miser sur le gaz comme technologie de transition. À ce propos, parlons un peu de cette soudaine euphorie pronucléaire. La majeure partie de l'uranium enrichi nécessaire au fonctionnement des centrales, y compris celle de la France, vient de Russie. Et oui, d'où voulez-vous qu'ils viennent? Nous n'avons plus le droit d'acheter du gaz russe bon marché, mais nous allons construire des centrales nucléaires hors de prix pour ensuite les alimenter avec de l'uranium enrichi russe dans 20 ans? C'est quoi, cette folie? Le BSW, lui,
a une position claire. Oui, nous avons besoin du gaz comme énergie de transition. Il nous faut des capacités de réserve pour compenser l'absence de vent ou de soleil et éviter l'envolée des prix comme nous l'observons aujourd'hui. Et pour garantir une énergie abordable, il y a une chose essentielle à faire. Acheter notre énergie là où elle est la moins chère, sans nous laisser dicter nos choix par des considérations idéologiques ou une hypocrisie morale. C'est aussi simple que cela. Et qu'on ne vienne pas nous accuser de vouloir absolument du gaz russe. Si les Américains nous vendent leur gaz à un prix compétitif, très bien, achetons-le chez eux. Mais pas au triple du prix payé par leurs propres entreprises aux États-Unis, et encore moins au triple du prix du gaz russe livré en Europe. Nous devons agir avec pragmatisme, comme cela s'est toujours fait par le passé, sécuriser notre approvisionnement avec des contrats à long terme et chercher l'énergie la plus abordable. Car dans un pays où l'approvisionnement énergétique n'est pas garanti et la Cour des comptes l'a déjà souligné à plusieurs reprises, aucun investisseur ne viendra s'implanter. C'est la base même de l'économie. Et si Mers et les autres ne comprennent même pas cela, qu'ils arrêtent de prétendre être des experts en économie. La CDU a fait faillite en tant que parti économique. Elle a joué un rôle clé dans le déclin de nos infrastructures, en s'accrochant aveuglément à une austérité budgétaire rigide. Nous n'avons pas besoin de pseudo-experts. L'Allemagne a besoin de véritables compétences, et non de bavardage ou de lobbying pro-BlackRock. D'ailleurs, une étude très intéressante vient de paraître sur où est allé tout l'argent que les familles et les entreprises ont perdu avec l'explosion des prix de l'énergie ces dernières années. Car l'argent ne disparaît jamais, il change juste de main. Cette étude s'est réellement penchée sur une question cruciale. Où est passé tout cet argent? L'argent que les Allemands ressentent cruellement ne plus avoir, celui qui leur manque chaque mois parce que les coûts explosent et que leur pouvoir d'achat s'effondre. Et les résultats de cette étude, chaque parti politique en Allemagne devrait les afficher dans ses locaux, histoire de peut-être commencer à réfléchir un peu. Car la conclusion est sans appel. L'écrasante majorité de l'argent qui manque aujourd'hui aux familles et aux entreprises allemandes s'est, aux surprises, retrouvée sur les comptes en banque de riches américains. En deuxième position, on trouve les comptes de riches saoudiens. Et en troisième position, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, on retrouve des fortunes russes, ainsi que l'État russe lui-même, qui a évidemment tiré un immense profit de cette flambée des prix de l'énergie. Face à cela, il faut être clair. Quiconque n'a toujours pas compris que ces sanctions économiques n'ont absolument rien à voir avec la guerre en Ukraine, qu'elles n'ont eu aucun effet sur cette guerre, et que si nous voulons redresser notre pays, il faut impérativement cesser de suivre cette politique de sanctions, qu'elle soit contre la Russie ou contre la Chine, alors cette personne est tout simplement perdue. Il faut changer de cap. Disons-le encore plus clairement. Les sanctions n'ont rien à voir avec la morale, rien à voir avec les droits de l'homme, rien à voir avec la paix. Elles ne sont qu'un programme de relance pour l'économie américaine et un programme d'anéantissement pour les entreprises allemandes et européennes. Un véritable programme de destruction pour notre économie. Et il faut oser le dire aussi nettement. Et bien sûr, elles ont un objectif précis. Cet objectif, c'est de renforcer la part des États-Unis dans la valeur ajoutée mondiale, et ce, aux dépens de l'Allemagne et de l'Europe. Rien d'autre. Comme une superpuissance déclinante, qui sent son hégémonie lui échapper, les États-Unis luttent pour maintenir leur domination sur le monde. Joe Biden l'a fait avec des méthodes brutales, sans aucun égard pour ses alliés. Et avec Trump, ce sera encore plus violent et encore plus brutal. Les premiers signaux ne laissent aucun doute sur la direction à venir. Parler d'envahir le Groenland, envisager une prise militaire du canal de Panama. Voilà déjà le ton. Droits de l'homme, inviolabilité des frontières, droit international? Tout cela, c'est le discours creux de l'incarnation même du ridicule au ministère des Affaires étrangères allemand, Annalena Baerbock. Elle, qui après 3 ans de prêche moralisateur à travers le monde, a réussi l'exploit de faire de l'Allemagne un pays dont tout le monde se moque ou qu'on regarde avec pitié. Mais soyons sérieux, les États-Unis n'ont jamais eu le moindre respect pour les droits de l'homme, les frontières ou le droit international. L'histoire sanglante de leur guerre à travers le globe en est la preuve flagrante. Où donc ont-ils défendu les droits de l'homme? En Afghanistan? En Irak? En Libye? Et le respect des frontières? Regardons ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Des frontières sont redessinées, des bombardements massifs s'enchaînent, le Yémen est pilonné, la Syrie est frappée un État souverain, quoi qu'on pense de ses dirigeants. Les frontières sont remodelées par la force militaire, et pendant ce temps, on nous raconte ici que tout cela est une question de droits de l'homme et de morale. Par pitié, arrêtons de croire à ces mensonges. Tout tourne autour des intérêts économiques.
Il s'agit des intérêts économiques des entreprises américaines. Mais nous devons défendre nos propres intérêts. Nous devons nous battre pour ce qui est dans notre intérêt. Et franchement, dans le monde d'aujourd'hui, plus que jamais, nous aurions besoin d'une Union européenne qui défende réellement les intérêts des Européens, au lieu de se comporter comme le simple prolongement de l'administration américaine. Mais que voyons-nous aujourd'hui? L'UE se transforme même en trésorier servile, prête à payer à la place des Américains dès qu'ils n'ont plus envie de financer eux-mêmes leur guerre par procuration. Cette Union européenne doit changer. Son rôle devrait être de protéger et défendre les intérêts de l'Europe. Mais au lieu de cela, que fait-elle? Elle mobilise 150 fonctionnaires pour surveiller le débat creux entre Elon Musk et Alice Weidel, au lieu de travailler, et elle aurait dû le faire depuis longtemps, à garantir que l'Europe ne reste pas une colonie numérique des États-Unis. Pourquoi n'avons-nous pas de véritables plateformes numériques européennes? Pourquoi n'avons-nous aucune indépendance numérique? Pourquoi tolérons-nous encore cette surveillance et cet espionnage? Voilà ce que l'UE devrait entreprendre, au lieu de brûler l'argent des Européens en le transférant aux multinationales pharmaceutiques américaines. Mais si même l'UE est un échec total, alors nous avons au moins besoin d'un gouvernement allemand souverain et confiant, un gouvernement qui défende les intérêts de son peuple, et qui, si nécessaire, sache dire non au diktat de Washington. Car c'est ce que les chanceliers allemands ont fait par le passé. Willy Brandt l'a fait. Helmut Schmidt l'a fait. Helmut Kohl l'a fait. Gerhard Schröder l'a fait. Ils ont su dire « Non, ceci n'est pas dans l'intérêt de notre pays ». Je rappelle que Helmut Schmidt et même Kohl se sont opposés aux manœuvres militaires américaines qui prévoyaient de simuler une guerre nucléaire en Europe. Ils ont répondu « Non, non ». Vous pouvez peut-être calculer ces choses à des milliers de kilomètres de distance. Mais nous ne jouerons pas à ce jeu-là. Nous avons d'autres intérêts que les vôtres. Nous avons d'autres priorités économiques que les vôtres. Nous avons été élus par les Allemands pour défendre leurs intérêts, pas les vôtres. Voilà le type de dirigeants dont nous avons besoin à nouveau. Des politiciens avec du courage. Des politiciens compétents. Des politiciens qui savent représenter dignement notre pays. Parce que, soyons honnêtes, c'est un immense gâchis de voir l'Allemagne humiliée comme elle l'est aujourd'hui, avec cette classe politique médiocre, qui n'a fait que s'enfoncer au fil des années et qui, pire encore, veut continuer comme si de rien n'était. Non. Nous avons besoin d'un gouvernement allemand qui défende nos intérêts. Et dans un monde instable, dans un monde en crise, en guerre, notre pays doit enfin se recentrer sur ses forces et ses priorités. Nous devons renouer avec le modèle allemand du succès. Avec un Mittelstand, PME, solide, une économie sociale de marché, de bons salaires, des retraites décentes, une vraie cohésion sociale, une véritable sécurité sociale. C'est cela qui a fait la force de l'Allemagne. Et si nous voulons le retrouver, alors nous ne devons pas laisser le Bundestag aux anciens partis, ni aux adorateurs de Trump et d'Elon Musk de l'AfD. Parce que qui, à part nous, les empêchera de faire triompher l'égoïsme des plus riches et des puissants, et de piétiner encore plus ceux qui sont déjà à terre? Qui, à part nous, dénoncera leur idéologie méprisante, celle qui prétend que les pauvres ne sont que des fainéants, que leur sort est mérité? Car c'est bien cela, la vision de Friedrich Merz et d'Alice Weidel. Mais ce n'est pas la nôtre. Et c'est pourquoi notre voix est essentielle, car cette idéologie est profondément inhumaine. J'ai récemment été interrogé dans une interview. Sommes-nous plutôt un parti bourgeois ou un parti anti-establishment? J'ai répondu, mais enfin, aujourd'hui, toute personne réellement bourgeoise doit forcément être contre l'establishment. Parce que bourgeois, ça veut dire quoi? Quelles sont les valeurs bourgeoises? Pour moi, c'est l'honnête commerçant, le travail sérieux, la responsabilité de ses propres erreurs et aussi l'engagement envers les autres. Mais franchement, est-ce cela la philosophie du management dans les banques et les entreprises de la finance? Est-ce cela la philosophie de la politique dominante en Allemagne? Prenons Friedrich Merz. Il a travaillé dans des cabinets d'avocats qui conseillaient les banques et les riches pour mettre en place des montages Cum-Ex. Des stratégies frauduleuses permettant de détourner des milliards d'euros aux contribuables. Prenons notre cher chancelier Olaf Scholz. Quand il était maire de Hambourg, il voulait offrir des dizaines de millions d'euros à un fraudeur fiscal de grande envergure impliqué dans le scandale Cum-Ex. Prenons Robert Habeck. Dans son ministère, il a installé un véritable marécage de copinage et de favoritisme. Alors oui, la fraude sociale est aussi un problème en Allemagne. Mais la culture d'une société est façonnée par ceux qui sont au sommet.
si les élites les plus puissantes ne pensent qu'à transformer l'argent en encore plus d'argent, et à supprimer tous les obstacles qui pourraient entraver leurs intérêts, alors il ne faut pas s'étonner du déclin général des valeurs, du sens civique et de la morale. C'est donc par le haut que nous devons commencer. Il faut rétablir l'intégrité, l'honnêteté et des règles qui s'appliquent réellement. Et franchement, comment cela peut-il résonner aux oreilles des 2 millions de travailleurs en Allemagne, qui gagnent moins de 15 € de l'heure, aux 12 millions de personnes, soit un quart de la population active, qui, malgré leurs efforts, peinent à joindre les deux bouts, et qui doivent en plus écouter l'ancien lobbyiste de BlackRock, Friedrich Merz, leur expliquer qu'il faudrait plus de morale du travail et plus de motivation à la performance? Celui qui veut motiver à la performance doit aussi rémunérer cette performance correctement. Mais je n'ai jamais entendu la CDU défendre un salaire minimum à 15 € de l'heure. Quelle hypocrisie! Et si on veut inciter à l'effort, alors il faut aussi rouvrir les perspectives d'ascension sociale. L'Allemagne est un pays où, plus encore que dans d'autres pays occidentaux, l'avenir d'un enfant est déterminé par la situation de ses parents. Si les parents sont riches, l'enfant sera riche. Si les parents sont pauvres, l'enfant restera pauvre. Comment voulez-vous motiver les gens à se battre dans un tel système? Et pourtant, il fut un temps, dans l'ancienne République fédérale, où monter dans l'échelle sociale grâce au travail et à l'effort était une réalité vécue par des millions de gens. Et d'ailleurs, puisqu'on parle si souvent de liberté, le cœur de la liberté dans une société, c'est que chaque individu puisse décider de son propre destin. Et sur ce point, notre société est aujourd'hui moins libre qu'il y a 30 ans. Or, c'est cette liberté fondamentale qu'il faut reconquérir et défendre à nouveau. Et quand on parle de performance, une autre chose me vient en tête, puisque la droite allemande adore évoquer la société de la performance. D'accord, nous voulons une société de la performance. Mais alors, comment justifier que les revenus du capital soient bien moins taxés que les revenus du travail? Comment expliquer qu'un milliardaire, en Allemagne, paie moins d'impôts qu'une famille de la classe moyenne? Et pas besoin d'attendre l'AfD pour ça, c'est déjà la réalité aujourd'hui. C'est exactement le contraire d'une société qui récompense la performance. Nous vivons dans une société de rentiers et d'héritiers, mais certainement pas dans une société de travailleurs méritants. Les véritables piliers de la société, ce sont les millions de gens qui travaillent dur chaque jour, mais à qui on prélève toujours plus d'argent sans qu'ils ne reçoivent grand-chose en retour de la part de l'État. Et si l'on veut réellement surmonter les divisions de la société, si l'on veut renforcer la cohésion sociale, alors il faut d'abord s'assurer que ce ne soit pas toujours la classe moyenne et les plus modestes qui portent à eux seuls le financement de l'État social, pendant que les privilégiés se créent leur propre circuit financier, à l'abri de toute contribution aux charges collectives. Il faut donc changer cela. Par exemple, c'est une revendication centrale du BSW. Nous devons instaurer une assurance citoyenne unique pour tous. Au lieu de ce système médical à 2 vitesses, nous avons besoin d'un fonds de retraite unique, où tout le monde cotise, y compris les hommes politiques, les fonctionnaires, les indépendants, comme cela existe en Autriche. Et quels sont les résultats en Autriche? Un retraité assuré dans le système public y perçoit en moyenne plus de 800 € de plus par mois qu'un retraité allemand. C'est un fait. Et justement, on a déjà beaucoup parlé des retraites. Mais regardez la SPD, ce parti qui a orchestré les coupes dans les retraites, qui maintenant ose faire des retraites un thème de campagne. Non, ce qu'il faut, c'est un système de retraite comme en Autriche. Pas ces absurdités de retraite par capitalisation, imposées par la lobby financière, comme si on n'avait rien appris du désastre du plan Riester, un gouffre qui a coûté plus de 60 milliards d'euros aux contribuables sans rien améliorer. Voilà où mène la soumission des politiques aux cercles économiques et aux puissants qui dictent leurs lignes. Une réforme des retraites ne peut pas être faite avec des gens comme Raphaël Hussein et tous ces défenseurs des intérêts financiers. Elle doit être menée avec une véritable volonté d'améliorer le sort des citoyens. Et c'est exactement ce que nous défendons au BSW. Et bien sûr, avant de prétendre défendre la démocratie et la liberté dans le monde entier, il serait bon de s'assurer qu'elle ne soit pas de plus en plus piétinée dans notre propre pays. Parce que qu'est-ce que la démocratie?
La démocratie signifie que la politique doit être faite pour la majorité des citoyens. Que les intérêts de la majorité doivent primer. Or, que s'est-il passé en Allemagne ces 25 à 30 dernières années? La moitié la plus pauvre de la population a vu son niveau de vie et son pouvoir d'achat s'effondrer. Aujourd'hui, même la classe moyenne commence à plonger. Cela veut dire qu'on ne fait pas de la politique pour la majorité, mais contre la majorité. Et ça, ce n'est pas la démocratie. C'est tout l'inverse de la démocratie. Nous devons retrouver une politique véritablement démocratique en Allemagne. Et concernant la liberté, j'ai déjà évoqué un premier point. Mais je veux insister sur un autre aspect fondamental, un sujet qui nous tient tous à cœur et qui occupe une place centrale dans notre manifeste fondateur. La liberté d'expression. Beaucoup d'entre nous ont été marqués par cette question. Je sais que de nombreux membres du BSW ont été politisés pendant la crise du Covid, quand nous avons vu surgir un autoritarisme inédit dans ce pays, une pression et une infantilisation de la population, qui ont choqué et stupéfié un grand nombre d'entre nous. Qui aurait cru qu'une telle dérive était encore possible dans une société moderne? Que des gens qui faisaient un choix personnel en refusant la vaccination se verraient harcelés et ostracisés de manière aussi brutale? Beaucoup ne pensaient pas voir cela un jour. Mais même depuis la crise du Covid, le climat du débat public reste toxique. De plus en plus de gens n'osent plus exprimer librement leurs opinions. Prenons un exemple. Si quelqu'un critique la politique actuelle de l'Allemagne sur l'Ukraine, ou si quelqu'un affirme, et je suis moi-même de cet avis, que les crimes de guerre du gouvernement Netanyahou à Gaza doivent être dénoncés, alors cette personne y réfléchira à 2 fois avant de s'exprimer en public. Surtout si cette personne travaille dans le milieu culturel, dans une école ou à l'université. Je le vois bien, même nous, au sein du BSW, nous sommes confrontés à ce problème. Des gens nous disent « Oui, on aimerait bien vous soutenir ». Ou encore, j'ai souvent entendu « Je serai prêt à signer votre appel. Je vous soutiens. Mais je suis artiste. Je suis écrivain. Si je fais ça, je ne recevrai plus de commandes. Je ne serai plus invité. Je risque ma carrière, ma survie. » Quel est ce climat d'opinion dans un pays qui se prétend libre? Cela ne peut pas continuer ainsi. Cela doit impérativement changer. Sous une ministre de l'Intérieur SPD et un président de l'Office de protection de la Constitution, qui aujourd'hui se présente sur les listes de la CDU, ils ont créé de toutes pièces un délit de délégitimation de l'État, dans le seul but d'intimider et de surveiller les critiques du gouvernement. Disons clairement ce dont il s'agit. Pendant ce temps, Habeck et ses amis mobilisent des procureurs entiers pour poursuivre des centaines de citoyens, à qui ils ont d'abord retiré tout espoir de prospérité, et qui, dans leur colère, expriment leur frustration sur les réseaux sociaux. Ces citoyens, on les accuse d'injures, on les traîne en justice, on leur envoie la police à domicile. Comment peut-on accepter cela dans une société censée être libre? Cet autoritarisme, cette culture du consensus obligatoire, qui s'exerce aussi contre nous, a atteint un niveau totalement incompatible avec une société libre. Et justement, pour mettre un terme à cette dérive, il n'existe aucun autre parti qui s'engage autant que le BSW. Je tiens aussi à préciser une chose. La droite politique aime se présenter comme un défenseur de la liberté d'expression. Et il est vrai que ses idées sont aussi ciblées. Les positions conservatrices ne sont pas interdites en Allemagne. Mais faut-il pour autant considérer ces gens comme des défenseurs sincères de la liberté d'expression? Nous avons vu ce qu'a fait Mark Zuckerberg, le patron de Meta, Facebook et Instagram. Il a désactivé les soi-disant fact-checkers, ces censeurs partisans. Et cela s'est fait à la demande de Donald Trump. Sur ce point, je trouve qu'il a eu raison. Car ces fact-checkers n'ont jamais été là pour vérifier les faits. Ils ont toujours servi à imposer une version officielle, dictée par le gouvernement. D'ailleurs, combien de choses que ces censeurs avaient déclarées fausses se sont avérées exactes par la suite? Donc oui, c'est une bonne chose qu'ils disparaissent. Mais ce même Zuckerberg a aussi annoncé qu'il utiliserait désormais sa plateforme pour lutter contre les gouvernements qui s'attaquent aux entreprises américaines. On comprend vers quoi on se dirige.
Les anciens censeurs sont écartés, mais remplacés par un nouveau mécanisme de censure. Et que va-t-il se passer demain? Si vous critiquez BlackRock, si vous dénoncez les grands groupes pharmaceutiques américains, ou les industries de l'armement US, ou les grandes banques, alors peut-être serez-vous censuré à votre tour. On ne remplace pas une censure par une autre. Ce n'est pas pour cela que nous nous battons. Regardons aussi ce qui se passe en Autriche. L'Autriche nous montre ce qui arrivera aussi ici, si nous continuons sur cette voie. Le futur chancelier autrichien, Herbert Kickl, qui s'était fait un nom pendant la crise du Covid, en s'opposant à l'autoritarisme sanitaire, demande aujourd'hui la mise en place de bureaux de signalement pour les enseignants qui politisent leurs cours. Et là, ça nous rappelle quelque chose, non? Parce qu'en Allemagne, cela existe déjà. Évidemment, pas avec les mêmes objectifs que ceux de Kickl. C'est de la folie. La CDU réclame 3% du PIB pour l'armée. Cela représente 120 milliards d'euros par an. Comme si nous n'avions pas d'autres priorités. Mais Habeck surenchérit encore et propose 3,5%, ce qui reviendrait à 150 à 160 milliards d'euros par an. Bien sûr, si Habeck reste ministre de l'économie, cela pourrait légèrement baisser, car ce budget est calculé en fonction du PIB. Mais 150 à 160 milliards d'euros. C'est plus que ce que l'État fédéral dépense chaque année pour l'éducation, la santé et la sécurité intérieure réunies. Et c'est cette somme astronomique que cet homme, si propre avec son sourire, son col roulé, son pull tricoté, veut envoyer directement aux marchands d'armes. On voit bien jusqu'où sont tombés ces vers enivrés par la guerre. C'est du pur délire. C'est un déraillement total. Ivre de guerre jusqu'à l'esserrement. Mais le sommet de l'absurde, la palme du surenchérissement, revient à une autre formation, que certains considèrent encore comme un parti pacifiste. L'AfD. Bien sûr, le soutien électoral de Trump et Musk ne vient pas gratuitement. Il faut bien rendre des comptes. C'est pourquoi l'AfD s'est alignée et exige désormais que 5% du PIB ou plus soit gaspillé en armement et préparation de guerre. Prenez un instant pour mesurer l'ampleur de cette folie. 5% du PIB. Cela représenterait plus de 200 milliards d'euros par an. Presque la moitié du budget fédéral. Quel est ce délire? À ce stade, même le dernier électeur qui votait pour l'AfD, peut-être parce qu'il appréciait leur appel à la diplomatie dans la guerre en Ukraine, devrait se poser de sérieuses questions. Car oui, c'est une bonne chose de défendre la diplomatie. Mais un parti qui prône une militarisation délirante n'est pas un parti de la paix. Et ne ramènera pas l'Allemagne sur la voie du pacifisme. Franchement, j'ai une suggestion. Au lieu de Alternative für Deutschland, l'AfD devrait se renommer Aufrüsten für Donald, réarmement pour Donald. Parce que c'est exactement ce que propose leur programme actuel. Réarmer pour Donald. Alors ceux qui veulent ça, qu'ils votent AfD. Mais ceux qui refusent cette folie, qu'ils votent BSW. La guerre en Ukraine fait rage, sans fin en vue. Chaque jour, des vies sont brisées. Trump, qui promettait de régler ça en 24 heures, parle maintenant d'un délai de 6 mois. Et oui, je le reconnais, même si je n'ai aucune sympathie pour lui. Mettre fin à cette guerre serait un immense accomplissement. Mais pouvons-nous nous reposer uniquement sur lui? Certainement pas. C'est pourquoi nous avons besoin d'un gouvernement allemand qui retrouve la tradition de la politique de détente, qui lance ses propres initiatives de paix, et qui cesse de croire que la meilleure façon d'arrêter une guerre est d'y envoyer toujours plus d'armes. Quelle folie! Depuis quand une guerre a-t-elle été arrêtée en l'alimentant sans cesse? Les guerres se terminent par des négociations. Et pour cela, il faut s'engager. L'Allemagne doit enfin comprendre cela, avant que la guerre ne nous atteigne nous-mêmes. Et il faut à tout prix empêcher que Friedrich Merz ne nous entraîne dans la guerre, en livrant à l'Ukraine les missiles Taurus. Parce que oui, ce serait un acte de guerre. Les missiles Taurus ne fonctionnent pas sans programmation par des soldats allemands. Et si des soldats allemands programment des missiles visant Moscou, alors nous serons en guerre.
C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi cet homme est un dangereux joueur de poker, à qui il faut stopper net les ambitions. Comment est-il possible qu'un pays entre en campagne électorale avec de telles idées? Mais le pire, c'est que même Olaf Scholz et le SPD ne sont pas fiables sur ce sujet. Sans une pression constante de notre part, ils finiront par céder à cette folie. Avec Toru Mers, avec Olaf le reculade, avec les fous de guerre en pantoufles chez les Verts, et avec les nouveaux fanatiques de l'armement de l'AfD, la paix en Allemagne est réellement en danger. C'est pourquoi nous ne devons pas leur laisser notre pays. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un BSW fort au Bundestag. Chers amis, la fondation de notre parti a redonné espoir à tant de citoyens. En seulement un an, nous avons accompli tellement de choses. Je suis convaincu. Continuons ensemble ce combat. Et nous ferons du 23 février un immense succès. Et j'ai hâte de voir leur tête au Bundestag, quand ils se rendront compte que nous y entrerons avec une forte délégation. D'ailleurs, comme l'a dit Amira, ils sont déjà de mauvaise humeur. Rien qu'à l'idée de nous voir monter à la tribune. Eh bien, offrons-leur cette mauvaise humeur. C'est pourquoi battons-nous tous ensemble. Pour un BSW puissant au Bundestag. Pour donner du fil à retordre à ceux qui ruinent ce pays et veulent le militariser. Et pour offrir une nouvelle perspective à l'Allemagne. Merci à vous. Et maintenant, en avant pour la campagne électorale. Tous ensemble, nous y arriverons. Und für eine gute Perspektive und einen Neubeginn in Deutschland. Ich danke euch und jetzt auf in den Wahlkampf. Wir alle gemeinsam, das schaffen wir.